D'abord, cette déclaration, celle de la journée, on l'écoute à nouveau, 26 pays au sol, en mer ou dans les airs pour aider l'Ukraine. Emmanuel Macron. Nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés, plusieurs autres ont encore à clarifier leur position, mais 26 pays qui se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs pour apporter cette réassurance au territoire ukrainien et à l'Ukraine le jour d'après le cessez-le-feu ou la paix. Xavier Titelman, je commence avec vous parce que voilà, c'est un échange qu'on a quand même souvent eu ensemble sur ces forces que l'Europe, la France en particulier, est prête à envoyer directement en cas de cessez-le-feu. Pour vous, là, on rentre dans le concret, 26 pays au sol, en mer ou dans les airs. Quelque chose s'est passé ? Il y a de plus en plus de pays qui font ce constat qu'il faudra assurer des garanties à l'Ukraine une fois qu'il y aura ce cessez-le-feu ou cette paix. Ça veut dire que les deux pays initiaux, qui ne représentaient pas grand-chose en réalité, maintenant on peut atteindre des masses de manœuvres qui sont plusieurs dizaines de milliers d'hommes potentiellement, peut-être 20, 30, on ne sait pas justement parce que c'est secret de la guerre autour, plus le soutien. Il faut imaginer 20 000 hommes qui auraient le potentiel d'avoir des dizaines d'avions chasse, des centaines de missiles, la marine américaine, la logistique américaine, des missiles de croisière. En réalité, c'est bien au-delà des quelques milliers qui vont être déployés sur le terrain. Quand on est présent, ça veut dire aussi de la défense aérienne. On ne va pas mettre des hommes sans qu'ils aient la possibilité d'intercepter les missiles qui nous seraient tirés éventuellement dessus par la Russie. Donc ça veut dire aussi que c'est une protection et une garantie de défense du ciel ukrainien sur des années et des années. Donc c'est vraiment quelque chose qui est visible sur le long terme. On atteint une masse qui est quand même intéressante, mais encore une fois, on attend d'abord d'atteindre une paix ou un cessez-le-feu, et là on voit bien qu'on n'en est pas à la veille. Samantha de Benderne. Oui, c'est la phrase qui tue, le jour d'après le cessez-le-feu. Oui. Je rappelle quand même que hier, à Pékin, le président Poutine, en répondant à une question d'un journaliste, a dit « Nous n'avons pas discuté de garantie de sécurité en échange de territoire pendant les discussions que nous avons eues à Anchorage. » Il continue à dire oui, chaque pays peut déterminer sa sécurité, mais pas aux dépens de la sécurité de l'autre. Et il l'a dit à maintes reprises, et pas seulement lui, mais son ministre des Affaires étrangères, son conseiller à la sécurité nationale, sans parler du porte-parole du Kremlin, que les troupes otaniennes au sol en Ukraine sont absolument inenvisageables pour la Russie. Donc la question que je me pose et que je pose très souvent sur ces plateaux, c'est est-ce que cette fameuse coalition des volontaires, en tout cas à huis clos, envisage un plan B en cas de non-cessez-le-feu? Alors le président Macron a vaguement signalé quelque chose. Il a dit si Poutine ne se montre pas prêt à la paix, il y aura des sanctions supplémentaires et nous serons très clairs. Alors, j'ai pas noté exactement les mots, mais il y aura de la clarté. Alors, la clarté, on aimerait bien avoir de la clarté. Mais est-ce qu'ils discutent de ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule chose qui compte. C'est que faire? Parce que Poutine ne va jamais accepter ça. Alors, jamais. Justement, on continue d'en parler, mais on va être encore plus concret avec le colonel Goya qui dit « Allez, c'est parti ». En effet, je vous le confirme, déployer des soldats une fois le cessez-le-feu conclu pour dissuader la Russie de toute nouvelle agression. À la base, sur la ligne de départ, qui est partant? Écoutez, c'est aucune surprise. Là, j'aurais pu vous faire tout ce tableau il y a 6 mois, voire 1 an, voire plusieurs années. Si vous faites au tamis, prenez les critères courage, c'est-à-dire prêts à envoyer des soldats qui vont risquer leur peau, prêts à verser du sang, plus des moyens, vous vous retrouvez systématiquement à 2. Il y a 26 pays concernés, et il y en a 2 qui ont les 2 critères. Français, Royaume-Uni, France. Vous ajoutez, vous élargissez, vous conservez les pays qui ont du courage, mais qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et là, vous avez les 3 pays baltes, la Belgique, qui enverront peut-être un bataillon. Si vous élargissez, et là, on arrive aux ces fameux 26, à ceux qui veulent être sur la photo, mais qui ne veulent surtout pas prendre de risques et qui ne mettront jamais un pied en Ukraine, ou en tout cas qui n'enverront jamais la moindre unité de combat prendre des risques, quoi que ce soit, en Ukraine. Là, vous en avez beaucoup plus. Et comme toujours, une coalition européenne. Au bout du compte, ça paraît très imposant. Et en fait, vous avez de toutes petites mains au bout du corps. Et ces petites mains, elles sont une est française et l'autre est britannique. Et on est toujours comme ça. Donc, au bout du compte, beaucoup de moyens potentiels, même sans les Américains. Et avec les Américains, c'est mieux. Mais sans les Américains, beaucoup de moyens potentiels à l'arrivée, concrètement, en Ukraine, en admettant qu'il y ait un cessez-le-feu, ce qui est loin d'être le cas,
je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Bon, au-delà de l'Union européenne, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande sont aussi partants. Xavier Titelman me disait un peu avant l'émission. Bon, il faut le souligner aussi parce que c'est important que des non-européens soient aussi impliqués dans tout cela. Bien sûr, le Canada est toujours très impliqué dans les affaires ukrainiennes. Donc les Canadiens pourront peut-être envoyer des troupes. Les Australiens le font aussi. Ils suivent souvent les Britanniques. Les Australiens, les Néo-Zélandais suivent souvent les Britanniques. Pas beaucoup de moyens non plus, mais ils peuvent être là. Alors, à quelles conditions ? À quelles conditions sont-ils, oui ou non, partants ? Alors d'abord, on l'a dit, il y a une condition qui est quand même assez fondamentale, c'est qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'il y ait au moins un arrêt des combats avant de pouvoir déployer, avec cette impossibilité qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu tant qu'il y aura cette idée d'envoyer des troupes en Ukraine, du point de vue russe. C'est-à-dire, les Russes disent, écoutez, on ne lutte pas pour que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, c'est pas pour voir des unités de l'OTAN entrer en Ukraine. D'où la nécessité que soit on a un plan B, effectivement, on fait autre chose, pas en Ukraine ou en Ukraine, mais différemment, soit on impose à la Russie la paix, et ça suppose des moyens. Maintenant, voilà, si un jour, on se trouve avec des forces étrangères en Ukraine, en réalité, il y a 3 missions militaires possibles. La première, c'est une mission purement de maintien de la paix, de surveillance des accords. Donc on a la ligne de front la plus longue, une des plus longues de l'histoire, à surveiller quand même. C'est-à-dire que s'il y a un cessez-le-feu, il faut faire en sorte que les adversaires, par exemple, les troupes reculent de la ligne de contact, qu'il y ait des troupes au milieu qui surveillent l'application au moins de cet accord. Donc ça, c'est maintien de la paix. Ça peut être des casques bleus. Ensuite, deuxième mission qui est totalement différente, et il ne faut pas que ce soit la même, c'est cette fameuse mission de dissuasion. C'est-à-dire qu'on a des troupes qui sont en arrière, qui ne sont pas collées au front, qui sont en arrière sur des axes routiers, prêts à intervenir, avec des brigades au sol, plus des unités de défense aérienne, Xavier l'a déjà expliqué, plus éventuellement plus des escadrons d'ailleurs de chasse, de chasseurs bombardiers, plus en arrière, qui sont là, prêts à intervenir. Prêts à intervenir en cas, ou au moins prêts à se déployer en cas de menace russe. Et la troisième mission, c'est celle qu'on ne voit pas, c'est éventuellement tout le soutien, l'appui à l'armée ukrainienne par les instructeurs. Donc là, dans le lot, vous aurez plein de gens qui seront avec les Ukrainiens pour les aider à construire, pour les aider à s'entraîner, etc. Ou pour apprendre d'eux, d'ailleurs, au passage. Combien d'hommes serions-nous prêts, du coup, à engager ? La question a été posée à Emmanuel Macron. Vous allez voir sa réponse. Je ne vais pas vous donner le détail ici, parce que nous n'avons aucune volonté de nous découvrir. Ce qui est important, c'est que dans le format, et nous ne l'avons même pas partagé entre nous tout à l'heure, nous l'avions tous sous les yeux, parce que nos chefs d'état-major, nos ministres de la Défense, dans des formats très sécurisés, l'ont fait. Pourquoi ? Parce que c'est notre ligne de défense aujourd'hui et celle de l'Ukraine. Et donc nous n'allons pas révéler le détail de notre organisation à la Russie. Demandez plutôt à M. Poutine les troupes qu'il est en train de masser à la frontière ou ce qu'il est en train de mobiliser. Ça a du sens, cette réponse du président français, mais ceci dit... elle masque peut-être aussi un léger embarras. Alors c'était ma question. Quelle est la réalité derrière les... Très concrètement, si on reprend les pays qui sont susceptibles de fournir des troupes en Ukraine, c'est pas compliqué. La France, une brigade, allez, 5000. Le Royaume-Uni, une brigade, 5000 aussi. Tous les autres réunis, à peu près une brigade. Donc si on fournit chacun un bataillon, plus les Australiens, plus les Canadiens, plus peut-être des pays scandinaves qui se rajouteront. En point de vue force terrestre, on peut aller jusqu'à 3 brigades, on peut aller jusqu'à 15 000 hommes, plus des éléments d'appui, de force aérienne, etc. Allez, si on va jusqu'à 20 000, c'est le maximum de toute façon qu'ont fait les Européens, par exemple en Afghanistan. C'est le plus grand déploiement européen en guerre. Il y avait 20 000 hommes au combat, en réalité, ou en zone dangereuse, ou en zone de combat. C'est à peu près le maximum qu'on est capable de faire, c'est le maximum qu'on aura en Ukraine. Merci, colonel. Alors, je vous pose la question à tous. Derrière les déclarations, c'est l'une de mes questions favorites. Derrière les déclarations, quelle réalité ? Avons-nous les moyens de nos déclarations, de nos ambitions ? Aujourd'hui, ou quand ça arrivera, on manque de moyens, mais si on attend réellement un cessez-le-feu ou une paix, on parle, à mon avis, dans plusieurs années. Donc si on attend plusieurs années pour se déployer, peut-être qu'on aura un peu plus de troupes que maintenant. Les Allemands, ils veulent envoyer à eux seuls 2 brigades dans les pays baltes. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas aller en Ukraine. Ils disent, nous, on s'occupe du front avec les pays baltes. Si les Allemands sont capables de mettre 2 brigades en permanence basées dans les pays baltes, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous, à terme, on ne serait pas capable de faire plus ou moins la même chose en Ukraine. Donc à ce moment-là, peut-être qu'on ira à 25 000 hommes, 30 000 hommes, si on attend 2-3 ans. Le problème, c'est qu'à mon avis, si on attend un cessez-le-feu au bon vouloir de Poutine,
eh ben, c'est pas pour demain, encore une fois, et oui, ça n'a pas bougé beaucoup. Hélène Bonnet, Guillaume Roquette. Hélène Bonnet. Et ce qui explique aussi qu'on ne rentre pas dans les détails, vous parliez d'embarras, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de décideurs qui ne vont pas s'engager publiquement sur le fait d'engager des troupes au sol, parce qu'après, il faut qu'ils rendent compte à leur Parlement, à leurs opinions publiques, et qu'en réalité, c'est ça qui sera le juge de paix. Donc, il y a aussi cette dimension-là. C'est la question du rapport aux opinions publiques et de ce qu'on est prêt à sacrifier. Donc c'est aussi pour ça, il n'y a pas qu'une question de sécurité, mais que tous ces chiffres qui ont pu être débattus et on imagine effectivement des états-majors qui travaillent sur des scénarios, un minimum d'hommes, un maximum, qu'est-ce qu'on serait prêt à faire, mais tout ça reste très théorique et évidemment rattaché aussi à cette question du cessez-le-feu qui pour l'instant n'a aucune chance d'y arriver. Guillaume Roquette. Oui, je pense que... D'abord, il y a une dimension politique qu'il ne faut pas négliger, me semble-t-il, dans ces images qu'on est en train de voir. Il y a une forme de solennisation du soutien constant de l'engagement des Alliés auprès de l'Ukraine. Ça paraît évident, mais je pense qu'il est important de le répéter, parce que pour les Russes, c'est déjà un premier message. D'autant que ce soutien, il prend la forme d'un engagement d'envoi de troupes. Ça veut dire de troupes de l'OTAN en Ukraine, parce que les pays qui sont concernés par cette coalition sont membres de l'OTAN, sauf erreur de ma part, en totalité, mais comme je n'ai pas la liste complète des 26, je ne voudrais pas dire de bêtises. L'Australie, Japon. Alors, non, effectivement, l'Australie et le Japon, et pour cause, ne sont pas membres de l'OTAN, puisque c'est une organisation de l'Atlantique Nord. Mais le problème, aujourd'hui, même si on a avancé, c'est cette force, pourquoi faire ? Parce que Emmanuel Macron l'a dit, cette force n'a pas pour objectif de mener quelque guerre contre la Russie. Et vous avez sûrement lu comme moi l'interview de Volodymyr Zelensky à nos confrères du Point. Zelensky met les pieds dans le plat, il dit « c'est formidable ce déploiement de troupes, mais qu'est-ce que vont faire nos amis quand les Russes, parce que pour lui ça va forcément arriver, vont envoyer leurs avions, leurs chars en Ukraine. Oui. Allons-nous faire la guerre à la Russie ? Et ça, je dirais que c'est l'éléphant dans le couloir. Alors, ce qui est présenté comme étant la priorité en réalité par Emmanuel Macron, c'est le renforcement des forces ukrainiennes. On va écouter sur ce point le président français. Nous sommes donc mis en capacité d'apporter les moyens d'une régénération de l'armée ukrainienne pour qu'elle puisse non seulement résister à toute nouvelle attaque, mais dissuader la Russie de toute nouvelle agression. C'est le premier pilier des garanties de sécurité, le plus important, le plus indispensable. Et donc nous avons rassemblé les contributions de tous les pays. Alors, pour bien comprendre, on a appris dans les minutes qui ont précédé cette prise de parole, par la voix du gouvernement britannique, que les membres de la coalition des volontaires ont dit leur disponibilité désormais pour fournir à l'Ukraine des missiles longue portée. Est-ce que c'est ça ce que veut dire Emmanuel Macron ? C'est que renforcer l'armée ukrainienne, ça va passer par une utilisation plus décomplexée des missiles longue portée et un envoi de ces missiles un peu plus important. Non, c'est vraiment deux dossiers différents. D'accord. La Russie souhaitait imposer à l'Ukraine de limiter son armée à 50 ou 70 000 hommes et le démantèlement total du potentiel industriel ukrainien et le démantèlement total de sa capacité à tirer des missiles à longue portée. Donc ça, c'est ce que dit le président Macron, on refusera tout démantèlement de la capacité ukrainienne à se défendre. Et à côté, effectivement, les Britanniques ont dit on est prêt à donner des missiles longue portée. Grande nouvelle, ça fait quand même plus d'une année qu'on fournit des Scalp et des Storm Shadow, donc deux options. Soit d'autres pays, on se tourne vers les Allemands, auraient accepté effectivement d'eux aussi donner des missiles. Deuxième option, c'est que jusqu'à maintenant, les missiles qu'on fournissait à l'Ukraine, les Scalp par exemple, dans l'armée française, ils tirent à plus de 400 km. Mais quand on les fournissait à l'Ukraine, on en réduisant la portée, pour respecter des règles que les Russes violent tous les jours, pour les réduire en dessous de 300 km. Donc est-ce que, en suivant l'exemple américain avec les missiles ERAM qui tirent à plus de 800 km, est-ce que nous aussi on va débrider nos missiles ? Ça c'est une option et aujourd'hui, les deux sont possibles. Colonel. Oui, alors Emmanuel Macron a raison. C'est-à-dire que la première protection de l'Ukraine, ce ne seront pas les 20 000 soldats qu'on pourra déployer au grand maximum. Hein. C'est l'armée ukrainienne qui, actuellement, a tout compris, approche le million d'hommes et de femmes sous les drapeaux. Alors, il n'y aura pas autant après la guerre. C'est impossible de maintenir un tel niveau de mobilisation. En revanche, l'armée ukrainienne sera toujours une armée puissante et il faut
qu'elle le soit, car c'est la meilleure protection de l'Ukraine. Accessoirement, ce sera peut-être aussi bon pour nous d'avoir une armée ukrainienne alliée à côté si, par exemple, d'autres pays européens étaient attaqués. Ça peut servir aussi. Ça va dans les deux sens, les alliances. Donc oui, il faut soutenir, en réalité, la première protection, c'est cette armée. Il faut soutenir son industrie, il faut acheter ses équipements, il faut acheter ses missiles. On parlait de missiles, ils sont en train de développer des missiles qui sont de très grande puissance, de grande portée, mais tant mieux qu'on les aide à les fabriquer, etc. Donc il y a tout cet aspect qu'on ne voit pas, qui est moins spectaculaire, d'appui et de soutien à l'Ukraine, qui doit durer dans les années à venir.